Mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Punchcast, le podcast qui a du punch. Ici, on parle non seulement de boxe, mais on parle d'émotions et d'histoires vraies, mais surtout, on parle d'humains. Et parce que la boxe, c'est beaucoup plus que juste un sport, c'est une vie, c'est la vie d'un gladiateur dans le ring, mais aussi dans son quotidien. Alors, je me présente, Samuel Descaries-Drolet, entraîneur de boxe, mais aussi cutman, et surtout fanatique de boxe. Et la personne qui est avec moi pour animer ce podcast-là, c'est quelqu'un qui a plus besoin de présentation pour les fans de boxe, pour les néophytes. Il s'appelle Antonin Descaries. Il a été champion national à plusieurs reprises, aspirant mondial en boxe professionnelle, maintenant directeur général de Eye of the Tiger. C'est lui qui m'a même initié au noble art. Alors, aujourd'hui, on a un super podcast pour vous, mais n'oubliez pas de nous suivre sur les différentes plateformes si ça vous intéresse. On a Spotify, on a YouTube, la commission athlétique via BPM, Sport, punchingrace.com et plusieurs autres. Anton, on a eu une grosse fin de semaine qui avait du punch. On a eu une très grosse fin de semaine. Ça s'est bien passé. J'ai eu des sueurs froides un peu. C'était des sueurs froides. On va s'en parler tantôt. On va s'en parler parce que on a un invité qui est incroyable. Quand on s'est assis pour faire le projet du Punchcast, on s'est dit, il faut absolument l'inviter parce que c'est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. Puis, on dit tout le temps que personne peut tout faire dans la vie. Ben, je pense que lui, il est prêt à nous faire mentir là-dessus. C'est quelqu'un qu'on a rencontré au Ring 83, un gym de boxe dans le quartier de Huntsic il y a plusieurs années. Il se préparait pour un tournage, le 7e round. Anton, t'en souviens-tu un petit peu? Très bien, je m'en souviens. On s'est connus personnellement là-bas. J'ai toujours été un fan de Pat, donc effectivement, ça va être le fun d'avoir la chance de rentrer un peu en profondeur aujourd'hui avec lui. Je disais que c'est un gars qui a plus d'une corde à son arc. Écoutez, il est acteur, écrivain, boxeur, ultramarathonien. Le boxeur, c'est une blague, mais ultramarathonien, ça, il en a fait plusieurs. Puis aujourd'hui, il a changé ça complètement, puis il est rendu pompier à la Sopfeu. C'est vraiment incroyable. Il a eu l'occasion de vivre la boxe à l'intérieur, de suivre la boxe aussi en tant que fan de boxe. Mesdames et messieurs, Pat Godin. Pat, salut! Merci beaucoup d'être là, c'est super gentil. Ouais, merci de l'invitation, vraiment content de vous voir, les boys. Pour de vrai, là. 2006 qu'on s'est connus. 2006, t'es sûr? Ouais. Que ça? Ouais. Ça passe vite. Je pensais que c'était autour de 2010. 2006. Ça me rajeunit pas, mais bon. Fait que là, j'ai fait comme une courte bio là, de toi. Mais mettons, peux-tu nous parler d'un petit peu ton parcours, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu as fait, là, disons, dans les 20-30 premières années de ta vie? Là, ben écoute, moi, je suis né à Chicoutimi, mais j'ai été adopté à Chicoutimi. Je suis né là-bas, j'ai été adopté là-bas. J'ai grandi au Lac-Saint-Joseph, dans le coin de Québec, Beverly de Québec. Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Je suis allé au Mont-Saint-Sacrement au secondaire où tu as enseigné. C'est très drôle d'ailleurs. Même avec mon prof d'éducation physique. Il y avait au Mont-Saint-Sacrement, il y avait une photo de Pat Godin vu qu'il a fait de l'art dramatique là-bas, puis ils ont fait un mur des célébrités. Ouais. Il est là-bas avec une cigarette au bec, chose qu'on ne voit plus. C'était probablement pour le théâtre. Ça a changé. C'est ça que j'ai fait les 30 premières années de ma vie. J'ai fumé puis j'ai vu. Non, mais ouais, c'est ça. J'ai étudié au secondaire au Mont-Saint-Sacrement. J'ai grandi au Lac-Saint-Joseph. Je suis arrivé à Montréal en 87 pour devenir acteur, pour rentrer à l'École nationale. Je pensais que tu étais né en 87. Mais non, malheureusement. J'aurais bien aimé ça. Puis, ben, c'est ça. Je suis rentré à l'École de théâtre en 89. J'ai fait mes 4 ans là-bas. Puis, en sortant de l'école, j'ai commencé à jouer. J'avais mis pas mal le sport de côté. Moi, je faisais beaucoup de sport nautique. Naturellement, j'étais sur le bord d'un lac. Beaucoup de promenades en forêt. J'ai vraiment fait... j'ai vraiment passé une enfance puis une adolescence dans le bois, puis vraiment en plein air. Puis en arrivant en 87 à Montréal, ben, je suis devenu plus urbain. Je me suis vraiment imprégné de la ville. J'aimais ça, être à Montréal. Je connaissais pas la vie en ville, vraiment. Et j'ai eu mes enfants à 34 puis 36 ans, mes 2 premières, ma troisième à 40 ans. Puis c'est avec mes enfants que j'ai décidé de me reprendre un peu plus en main, de faire attention à ma santé pour pouvoir
être en forme pour pour être avec mes enfants, puis éventuellement mes petits-enfants, puis 2, pour donner aussi un bon exemple, là, un papa qui fume, puis qui... Mais de mémoire, quand tu venais au gym, tu n'avais pas encore commencé peut-être tu courais un peu, mais tu n'étais pas du tout dans le monde du Pas en tout. Non. Ça a commencé après ton... En fait, j'ai commencé en 2005, quand ma deuxième fille a eu 1 an, j'ai commencé à me remettre en forme parce que je voyais vraiment que ça allait pas bien, là, que j'étais pas en shape. C'est que j'ai recommencé à courir. Tous les matins, je partais courir avec ma petite dans le jogger, puis je faisais... j'ai commencé par faire 20 minutes, une demi-heure, tranquillement. Puis, à un moment donné, c'est venu assez régulier que je courais 1 heure par jour. Mais naturellement, tous les jours. Tu sais, j'avais pas d'ambition de devenir un coureur, de faire des courses, rien de ça. Mais c'était vraiment me remettre en forme. Puis, j'ai vraiment commencé à triper à faire de la course. Puis, quand il a été question d'une série sur la boxe, j'ai dit à mon agent, moi, je vais auditionner. Puis, elle a fait, ouais, mais Pat, t'es trop vieux. J'avais 38 ans en 2006. Fait que elle dit, t'es trop vieux pour auditionner. J'ai dit, non. Je suis en super shape, let's go. Je veux auditionner. C'est mon rêve de jouer un boxeur. Puis je suis allé à l'audition, puis je pense que j'étais assez pompé. Fait que... T'as bien fait ça. En tout cas, moi, je me rappelle de lui dans le gym. C'était... On va pas dire que c'était un grand boxeur parce que c'était pas son sport, mais t'étais bon. Ben, j'aimais ça. J'aime ça encore. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire jeune, mais à l'époque, dans les années 70-80, la boxe n'avait pas la réputation qu'elle a eue à partir des années 2000. Mais justement, parle-moi donc un petit peu, là, comment est-ce que tu es rentré en contact avec la boxe la première fois? Est-ce que c'est via... Tu avais vu ça à la télé, quelqu'un t'en a parlé, tu avais vu un magazine? Comment? Ben, c'est sûr qu'à la télé, j'avais vu des combats. J'avais vu des combats de Mohamed Ali, qui était... quand j'étais jeune, c'était le boxeur dont on entendait le plus parler. Au Québec, il y avait, je me rappelle un peu, on entendait parler de Mario Cusson. Fernand Marcotte, que j'ai connu un peu plus tard à la Place Germain. Moi, je travaillais à Barrière à Place Germain. Puis Fernand, il y avait une maison mobile là-bas, puis il s'occupait un peu de la sécurité le soir, là, quand c'était le temps de... Puis, naturellement, il y a une série de films qui a commencé en 77 qui s'appelle Rocky. Ouais. Et ça, ça a été pour moi, autant l'acteur que le petit cul qui voulait devenir acteur, puis qui aurait aimé ça devenir boxeur, Rocky, pour moi, c'est encore un des films... c'est vraiment drôle, par exemple. Moi, je me souviens, j'ai écouté là, les Rocky avec Antonin. Après ça, on sortait dans le cours, aller se taper dessus comme des vrais boxeurs. Là, mais dans ma tête, Rocky, là, c'était vraiment un film de boxe. Là, aujourd'hui, je regarde ça, puis les scènes de boxe, avec mon bagage, c'est comme, oh wow, OK, c'est vraiment une histoire d'amour. Ça n'a rien à voir. C'est pas un film de boxe. Ouais, c'est un film de boxe. Il est au panthéon de la renommée. Oui, mais pour l'histoire c'est d'amour. Oui, mais c'est sûr, tu regardes ça maintenant. C'est pas réaliste, c'est sûr. Quand tu vois la boxe aujourd'hui, ou en tout cas, quand j'ai commencé à suivre la boxe, là, tu fais, oui, c'est sûr que ça n'a pas d'allure, mais... Le nombre de coups qu'il reçoit sans jamais tomber, non. Juste le 4e, qui est c'est drôle parce que Rocky IV est beaucoup aimé par les personnes. Puis moi, c'est avec le 5 dont on parlera même pas, mais le film avec le Russe, oui, c'est divertissant, mais tu fais, voyons, ça a le gars, il est mort, Rocky, il est mort 20 fois là, sur le ring. Exact. Dans le premier round. Non, ça n'a aucun sens. Puis aussi, tu vois qu'il est drogué à côté, là, ils lui font des injections, il y a des grosses machines, toutes, là. Puis Rocky, lui, s'entraîne à la dure. C'est vraiment juste pour démontrer son... Mais ça reste que c'est quand même des films que tu regardes, puis t'as le goût de faire de quoi après, tu sais. Ouais, tout à fait. Quand t'es jeune... puis il y a encore des jeunes qui les écoutent aujourd'hui, puis ça les craint. Puis moi, je trouve que la job est bien faite, puis tout, puis c'est divertissant. Puis comme je te dis, nous, après les Rocky, on se trouvait des gros gants. Je pense qu'on avait juste une paire, on en mettait chacun un. Puis c'était des gants de hockey, il me semble. Ça se fait, on voulait se taper dessus, en tout cas. En tout cas, j'ai bu des verres d'œufs crus, puis je suis allé courir le matin de bonne heure, mais ça n'a pas marché. J'ai commencé à courir plus tard. Dis-moi, comment est-ce que toi, t'as pratiqué la boxe? Comment t'es arrivé à ça? C'est vraiment avec le 7e round? Ou... écoute, j'avais pas, moi, au Lac-Saint-Joseph, naturellement, il n'y avait pas de gym de boxe, il n'y avait pas rien de... Je me rappelle, plus jeune, en première année, deuxième année, ma mère m'avait inscrit à des cours de karaté. Ça, j'en ai fait un peu, mais
on restait vraiment à cette époque-là, dans le village, les affaires, ça bougeait pas vite, puis tout ça. Puis les profs de karaté, à chaque fois qu'on approchait de passer la ceinture, on changeait de prof, puis c'était une nouvelle forme de karaté, puis il y a beaucoup d'escroqueries là-dedans. Aujourd'hui, maintenant, on le sait plus, là, mais T'as du bon marketing. à l'époque... Tu payes tout le temps pour changer de ceinture. Ouais, c'est ça. Puis ça fait que... Tu sais, j'ai laissé tomber ça. Puis la boxe, ben, c'était hors de... Il n'y en avait pas. Peut-être que s'il y avait eu un gym de boxe, je serais allé on the side, mais il n'y avait rien de ça. Tantôt, je te parlais, puis je me demandais, je te posais des questions avant qu'on rentre en onde. Là, je te demandais si il y avait un lien avec le début de la course puis la boxe, puis tu me disais que clairement, il y avait... Clairement, parce que quand j'ai commencé à m'entraîner pour le 7e round, bon, premièrement, oui, c'était cool que je sois dans l'univers de la boxe, puis ça a quand même été... C'est rare qu'au Québec, on a l'occasion de faire ça, puis avec le 7e round, on a quand même eu Sébastien Delorme, Frédéric Pierre, Jean-Marie Lapointe, puis moi, on a quand même eu 3 mois de préparation physique. Puis on faisait 5 jours par semaine, 2 heures le matin avec André Koulécha. Oui. Puis après ça, on s'en allait avec vous autres, puis Marc Ramsey le soir au gym, au Ring 83. Puis c'était intense, mais moi, j'aimais ça. Là, je tripais solide. Là. Fait que quand ça a arrêté, il était question qu'on fasse une 2e année. Puis j'avais même parlé avec Marc que j'aurais aimé ça faire un combat amateur. Si on avait fait une 2e saison, j'aurais continué l'entraînement de boxe. J'aurais pas laissé tomber. Puis j'aurais aimé ça mettre les gants pour de vrai, amateur. Mais il me semble que la série avait été faite pour qu'il y ait une 2e saison. Il me semble quand ça finissait, je suis comme, OK, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. On peut-tu retourner? Il y a eu Il y a eu un mauvais, je pense, marketing là-dedans. Ils l'ont pas mis à la bonne. Moi, je pense que c'est une série qui aurait dû sortir l'hiver, qui est sortie à l'automne, qui est en compétition contre Occupation Double. Ah. Puis à l'époque, Occupation Double, c'est la 3e année, je pense, ou 4e année que c'était en onde. Ah, Ça tire. Ça scorait. Fait que, on est mort sans même combattre. Là. C'est dommage. C'était une belle série, puis ça aurait pu juste se bonifier. Mais. Puis là, Antonin, lui, il t'a demandé si tu as commencé la course avec la boxe. Si ça l'a. Mais des ultramarathons, là, c'est comme. C'est pas de la petite bière, là. C'est du costaud, là. Ben, t'as un vrai opponent en face de toi, là, quand t'arrives. Oui, ben, c'est ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que là, avec l'entraînement du 7e round, j'ai vraiment goûté. Puis c'est vraiment l'entraînement. Les combats, on n'a pas fait de sparring tant que ça, mais j'ai vraiment goûté c'était quoi s'entraîner pour vrai, là, de manière professionnelle, parce que c'était un peu ça qu'on faisait. Puis on était payé pour le faire, ça fait que tant mieux. Puis là, ben, quand ça n'a pas été reconduit, j'ai recommencé un peu mes mauvaises habitudes. J'ai laissé tomber un peu. Puis à un moment donné, je fais hey, non, j'étais trop bien, j'étais trop en forme, puis tout ça. Puis comment je peux retourner là? J'ai fait un peu de boxe à Longueuil au gym d'Alain Beaumenu à l'époque, mais c'est vraiment par la course. Là, j'ai recommencé à courir. J'ai repris goût à la course, puis là, j'ai découvert qu'il y avait des ultramarathons, puis j'ai fait ça. Ça, je peux pas devenir un boxeur à 40 ans, mais un coureur, ben ça, il n'y a rien qui peut m'en empêcher, tu sais. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à courir. Puis. J'ai jamais fait un ultramarathon, j'ai jamais fait un marathon non plus, mais j'ai couru pas mal, mais ce serait que tu vois-tu, y a-tu un parallèle? Tu vois-tu un peu l'espèce de la souffrance que tu as eue dans l'entraînement de boxe? Puis c'est le mental, c'est le minding, c'est j'imagine, tu sais, vous avez beaucoup une partie très de préparation psychologique aussi avant des combats. Ben, les ultramarathons, c'est beaucoup dans la tête. Oui, on est en forme, on est entraîné, mais si mentalement, t'es pas sharp, t'es pas top, tu passeras pas à travers. Puis j'imagine que c'est la même chose pour un boxeur qui va être hyper entraîné, mais qui a une faille dans sa tête pour X raisons, des problèmes familiaux, des problèmes whatever. Ben, il va monter sur le ring puis il sera pas à 100%, tandis que tu peux avoir une blessure, mais que dans ta tête, tu fais, moi, là, il n'y a rien. Tu sais, je me rappelle d'un combat de Gatti contre un des 3 contre Ward. Je pense que c'est le dernier. Je pense qu'au 2e round, il est arrivé au banc, puis il fait, je me suis cassé la main, puis son coach a dit, tu veux t'arrêter, puis il a fait no way, puis il est reparti, puis il a gagné. Tu sais. Ouais. Il a même pété, là. 2e round. Fait que... ça me fait penser à quelque chose, c'est à la boxe, là, des fois, mettons, quand tu mets les gants, tu peux manger une volée. Toi, en ultramarathon, as-tu déjà mangé une volée contre une course?
T'es arrivé là, puis tu t'es dit, ouf, celle-là, là, tu sais, où t'as dû abandonner. Toi, abandonner, je te dirais, mentalement, c'est quand j'étais pas prêt mentalement au sacrifice que ça demande de faire des 160 km, puis des 200. Tu sais, le plus que j'ai fait, c'est 335, puis celle-là m'a magané. 300. Ça n'a pas d'allure. Wow! Celle-là m'a magané, mais elle, j'étais prêt. Tu sais, je vais pas lâcher. C'est presque 10 marathons, c'est en 8 marathons d'une shot. C'est une chose. C'est fou, ça. Wow. Mais, puis tu sais, je voudrais vraiment pas minimiser les ultramarathons. Au contraire, je serais jamais capable de faire ça. Ce qui est dur en boxe, par exemple, c'est que là, tu disais le côté mental, t'as beau être prêt, t'as beau t'être entraîné t'as pas coupé les coins ronds, t'as fait tout ce qu'il fallait, mais t'as un gars en avant de toi. En avant, ouais. Fait que, tu sais, des fois, là, il est juste meilleur que, tu sais, dans le sens que t'as beau être prêt, t'as tout fait, mais si tu te fais une bonne claque à gueule, des fois, ça change le plan de match. C'est Mike Tyson qui disait ça, là, tu sais, on a tout un plan jusqu'à temps que tu te fasses frapper. Mais tu vois, moi, par rapport à ça, je vois plusieurs adversaires dans une course. Des fois, tu as les montées, tu as la température, fait-tu chaud, fait-tu froid, est-ce que c'est humide, est-ce qu'il pleut, est-ce que c'est glissant? Oui, mais ça, tu vois, le ravitaillement. Ça, c'est une affaire de. Je suis d'accord avec Antonin, c'est que. Tu sais, quand j'ai commencé à faire des ultras, puis je me levais le matin puis qu'il faisait beau, j'étais là, Dieu merci, parce que j'ai pas le goût qui mouille et tout. Mais à un moment donné, j'étais arrivé dans des courses, c'est le déluge. Il est 4 heures du matin, tu pars pour 160 km. Tu te mets à courir, tu as fait 100 mètres, puis tu es détrempé, puis ça va être de même pendant 24, 30 heures, 36 heures. Mais là, c'est vraiment mental. Mais après ça, tu sais, la pluie, elle te fera pas mal. Là, tu sais, ce qui peut arriver, tu vas peut-être glisser sur une roche, tu fais plus attention, mais effectivement, quand tu fais quelque chose, puis que l'autre personne en avant, elle veut t'arracher la tête, puis qu'elle te sac des claques dans la face, des coups de poing, c'est un autre game. Mais tu sais, je pense qu'à la boxe, puis c'est ça que j'aime aussi, c'est que les sports de combat, ils ont ce côté-là, puis souvent, les gens, ils font aussi du monde qui se tape dessus. Ouais, mais non, c'est pas juste ça, tu sais. Toute la partie, en fait, l'idée, c'est de pas se faire taper, tu sais. L'espèce de partie d'échec. Oui, la game d'échec qu'on comprend quand on le fait, puis qu'on embarque sur le ring, puis que l'autre les feinte, puis tout ça, puis c'est ça, on n'est pas dans Rocky, là, on est dans... Mm-hmm. Je t'ai déjà raconté ça. Il y avait un gars, quand on était jeune, il s'entraînait au gym, il était vraiment bon. Ben, il était super athlétique. Son père voulait vraiment qu'il performe. C'était un nageur, lui, tu sais, puis il était plus vite que tout le monde, était plus fort, il était vraiment athlétique, mais c'était juste pas pour lui. C'est ça. Il avait toutes les... Il était talentueux, mais il n'a jamais rien fait parce que dès qu'il se faisait frapper, c'était pas pour lui. Tu sais, c'est quelque chose. C'est différent, là. Ouais. Mais tu sais, la boxe aussi, quand c'est vraiment l'espèce d'instinct primitif, là, tu sais, ça remonte à loin, là, tu sais, c'était les premiers jeux, là, tu sais, les jeux, les foires, là, à Rome avec les gladiateurs, puis tout ça, là, tu sais, tout le monde veut voir ça. Puis les mondes qui pensent que c'est juste une boucherie, et il faut vraiment que tu l'aies vécu ou que tu l'aies analysé pour comprendre tout ce qu'il y a derrière ça, tu sais. Tu regardes. Il faut vraiment que tu t'arrêtes, puis que tu regardes, puis tu étudies un peu le C'est un peu pour ça que le UFC en ce moment est tellement populaire. Je pense que la boxe, ben, évidemment, c'est mon sport préféré. Mais il faut comprendre pour vraiment apprécier. Parce que des fois, ça peut être long. Là, un combat de 12 rounds qui est ultra technique, des fois, c'est pas nécessairement super vendeur. Tandis qu'un combat de UFC, des fois, tu connais pas trop ça, puis tu es capable d'apprécier le spectacle parce que ça brasse. Il y a beaucoup d'action. Mais ça revient à ce que vous dites. Tu vois, moi, la UFC, là, maintenant, je comprends mieux parce qu'au début, la UFC, moi, j'aimais ça quand les gars, les strikers. Ouais. Au moment qu'ils se tombaient à terre puis qu'ils faisaient du jiu-jitsu, je faisais, c'est bien plate, man, ils se roulent à terre. J'en ai fait pendant 1 an, là, du jiu-jitsu avant de tomber pompier forestier, puis là, j'ai comme pas le temps puis de continuer, mais j'en ai fait 1 an. Puis là, j'ai commencé à comprendre, ça m'a intéressé. Puis là, maintenant, je suis plus apte à OK, le move qu'il vient de faire, c'est brillant, puis tout ça, puis il y a tout le setup. Mais tu sais, c'est pas, là, on dit, les gars se tapent, ils tombent à terre, puis ils se roulent. Tu sais, non, c'est un peu plus compliqué. Je disais la même chose. Je me disais, non, je comprends. Puis j'ai fait du jiu-jitsu, moi aussi. Après ma carrière, je me suis dit, je peux pas continuer à manger des claques à gueule, mais c'est le fun, l'espèce de côté compétitif de laisser de se battre un peu. Puis j'avais commencé le jiu, je
me suis blessé un peu au côte. J'ai arrêté, mais je vais recommencer éventuellement. Ben, moi, c'est dans mes plans de continuer aussi. Là. Mais tu vois, tu parlais du MMA avec le UFC, comme quoi, tu sais, c'est l'espèce de côté spectacle. Là, tu sais. Moi, j'ai eu le même problème en bare knuckle. Une de mes fighters, elle se battait en combat de championnat du monde contre une autre fille. Les deux sont considérés les numéros 1 et 2 pound for pound au niveau de la force de frappe. OK? Puis là, t'as pas de gants, t'as rien. Là. Puis là, ils veulent s'arracher la tête. Mais ils ont fait un combat technique. Un combat technique parce que tu sais que moindre erreur, La première qui touche, c'est ça coûte fini. cher. Ouais. Après le combat, on s'est fait chicaner par le monde du bare knuckle. Puis moi, je me suis pogné avec eux parce que vous avez aucun respect, man. Par le monde, les fans ou vraiment Non, l'organisation? l'organisation. Ils ont dit, vous avez fait un combat plate, allez vous excuser aux journalistes puis au public là, pendant la conférence de presse. Puis, hey, vous êtes malade mental. C'est pas vous qui recevez les coups de poing pour dire ça. Là. Fait que moi, ce que j'ai compris du bare knuckle, c'est qu'eux, ils veulent du spectacle. Ils veulent pas des bons boxeurs. Ils veulent des gens qui auraient la difficulté à gagner les gants de bronze en boxe amateur, mais des sluggers, ils veulent un show. Fait que là, c'est vraiment comme, il faut pas que tu sois bon en boxe, il faut que tu arraches des têtes, il faut que tu tombes au tapis, il faut qu'il y ait du sang. C'est ça le show. Mais là, j'étais comme, wow. Puis là, je me suis pogné avec eux, c'était pas fantastique. Pat, j'ai une question pour toi. Ouais. J'aime bien poser cette question-là. Disons que tu étais boxeur, un vrai boxeur. Là. Puis, ça serait quoi ta chanson d'entrée? Sur le ring. Il y a plein, man. Une chanson là, qui vient chercher, qui vient qui pourrait t'allumer, mais en même temps. Ça en dit beaucoup sur ta personnalité. Là. Ouais, je sais, mais là, j'ai tellement de... T'as le droit à 2. C'est tellement de spot, hein? Ben, c'est sûr qu'il y a une couple d'ACDC qui me viennent en tête, mais j'ai l'impression de ne pas être original, puis il y a mieux que ça. Là. Il faut que ça vienne te chercher, c'est ça l'important, là. Ouais, mais tu sais, ACDC a quand même été brûlé un peu à la boxe. À cause de Gatti, là. C'est sûr que moi, je me rappelle beaucoup de l'entrée de Ouellette avec la musique de Christophe Colomb. Conquest of Paradise. Puis il y a une couple, je pourrais pas les nommer, mais il y a une couple de musique comme ça, de films de militaires des dernières années, là, que ce soit Lone Survivor ou Black Hawk Down ou même Gladiator. Ouais. Là-dedans, me semble que il y a une couple que j'entends. Une grosse musique émotive. Oh, ouais, t'écoutes ça, puis là, t'es comme... Ouais, quelque chose. La musique de Ouellette était particulière, pour vrai. Ça, le premier Ouellette Hilton. Là. C'était incroyable. Incroyable. Ouais. On parle de combattants, de combats de boxe et tout ça. Toi, maintenant, tu es un combattant aussi, tu combats des feux. Combat des feux, oui. Des feux de forêt dans le nord du Québec. Ben, dans le nord du Québec, au Québec. Puis cet été, on est allé, moi, je suis allé au Manitoba, puis je suis allé en Saskatchewan. Parce que, heureusement, cette année, contrairement à 2023-2024, ça a été relativement tranquille au Québec. Non, pourtant, il n'y a pas beaucoup plu, il me semble. Oui, mais le début, le printemps était long, a duré longtemps. Puis, on n'a pas eu en fait, les feux qui sont déclenchés, souvent, c'est la foudre. OK. C'est des feux de foudre. Puis, la foudre n'est pas arrivée cet été comme elle arrive d'habitude. Elle est arrivée à la fin du mois d'août, ce qui est très étrange. Puis, quand moi, j'ai fini de travailler le 30 août parce que j'avais un contrat de tournage à Montréal, puis mes camarades ont fini le 20 septembre, mais là, les feux ils ont commencé sur le tard. Fait qu'il y a eu des feux qui sont plus... qui ont eu lieu plus dans le coin de Tremblant, puis dans les Laurentides, puis ça, que sur la Côte-Nord. Puis là, ben, ça a été maîtrisé, là, ces feux-là, puis tout ça. Mais cette année, ça a été plus calme. Comment tu trouves ça? Ah, j'adore ça. J'ai vraiment... Qu'est-ce qui t'a amené à faire justement ce switch-là de passer, mettons... Acteur, écrivain, t'arrêtes jamais d'écrire. Là, non, j'arrête pas. Puis acteur, je continue à jouer. C'est sûr que je mets un peu ma carrière sur pause parce que je commence mon travail de pompier forestier au début avril, puis je finis fin août. Puis là, cette année, ils ont fini 20 septembre. Moi, j'ai fini un peu plus tôt, mais l'année prochaine, je vais continuer là, si j'ai pas de contrat. Puis les tournages se font beaucoup l'été, puis tout ça. Ça fait que c'est sûr que j'ai mis ma carrière sur pause, mais... J'avais besoin de ça. J'avais besoin de
de me réévaluer comme personne, comme être humain. J'avais besoin de me trouver. Le téléphone ne sonnait pas assez à mon goût. J'étais tanné d'être dans l'attente de quelque chose. Puis j'avais des contrats qui arrivaient tout le temps on the fly, qui me sauvaient les fesses comme à la dernière minute. Ben, j'étais tanné de ça. Tu sais, j'ai fait là, je peux pas passer mon temps à attendre que ça sonne. Puis, tu sais, j'allais m'entraîner, justement. Je faisais du jiu-jitsu, mais je faisais, pourquoi je m'entraîne? Pourquoi que oui, je me tiens en forme pour moi, là, mais à un moment donné, je suis pas obligé d'en faire autant si c'est juste pour faire une crise cardiaque. Là, je suis pas. Je trouvais qu'à un moment donné, j'avais plus de raison de rien, tu sais. Puis quand il y a eu 2023, moi, j'étais en tournage aux îles de la Madeleine pour Détective Surprenant. Puis quand je suis revenu, début juin, on entendait parler des feux là-bas, mais c'était comme un peu. C'était moins évident, là, tu sais. Puis quand je suis arrivé, j'ai fait, OK, c'est ça, le ciel orange, puis la boucane, puis tout ça. Puis j'ai fait, OK, comment je peux aller aider pour ça? Parce que moi, ça m'intéresse. Fait que j'ai fait un peu de recherche, j'ai découvert la Sopfeu. Puis, écoute, j'avais absolument, sur papier, j'avais pas grand-chose qui pouvait me permettre de rentrer à la Sopfeu, à part une bonne forme physique, puis l'expérience de vie, parce qu'à mon âge, j'ai quand même vécu quelques années. Puis j'ai fait ma demande, j'ai envoyé mes papiers, puis tout. J'ai dit, bon, ben on verra, puis finalement, ça a fonctionné. Puis quand je suis parti là, en avril 2024, j'avoue que j'avais un peu la chienne, parce que je plongeais dans l'inconnu. Là, t'étais où? C'est où c'était parti? Moi, je suis basé à Havre-Saint-Pierre. Fait que j'ai quitté la maison début avril, puis je suis parti vivre à Havre-Saint-Pierre pendant 5 mois. Là, beau petit dépaysagement. Ouais. Puis avec des gens que je connais pas, des gens qui se demandaient qu'est-ce que je venais faire là. Eux autres, ils savaient que j'étais acteur. C'est spécial. Là, de voir. Puis là, je vais-tu être bon? Je vais-tu être capable de faire la job? Je vais-tu être à la hauteur? Puis moi, ben, c'est pas l'acteur qui est allé là-bas, c'est pas l'écrivain, c'est vraiment Patrice Godin qui voulait devenir pompier, puis qui est allé là-bas. Fait que quand je suis rentré là, j'étais à l'écoute de tout le monde, puis encore là, tu sais, je travaille avec des jeunes de 23, 24 ans qui ont déjà 5-6 ans d'expérience comme pompières, puis qui sont écœurants, sont sacoches. Je me suis fait des amis là-bas que c'est incroyable, là, le trip que j'ai de vivre ça, puis à mon âge, puis d'être rajeuni, en fait, là, d'être là, le corps plus jeune. Ouais, puis tu sais, puis j'ai envie d'être. Tu sais, le monde, il me disait, t'as-tu peur des feux? Puis ça, je dis, ouais, la seule peur que j'ai, c'est de pas être à la hauteur de mes chums puis mes chummettes, mais. Ah, ouais. Puis tu disais que tu t'entraînais en malade quand même pour un peu rien. Maintenant, tu t'entraînes clairement pour quelque chose. Là, c'est sûr que. Ça ressemble à quoi, justement, cet entraînement-là? Ben, l'entraînement, là, je recommence la course. J'ai été opéré, moi, en décembre 2023 au tendon d'Achille, au pied gauche. Je faisais depuis la pandémie 2020, l'été 2020. Ça a vraiment parti de travers, puis j'étais comme plus capable de courir. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour essayer de réparer ça jusqu'à l'opération. Puis l'opération, ben là, on dirait que ça va bien. Là, ça fait que je vais toucher du bois. Je rentabilise ça, puis ben là, l'entraînement que je fais beaucoup de musculation. À la Sopfeu, on transporte des charges qui sont lourdes. Les motopompes, c'est du 65 livres. Les sacs de hausse, c'est 65 livres aussi. Ouais, 55-60 livres. Les hausses, c'est petit. On est beaucoup dans le transport, on est dans la montagne. On n'est pas dans un sentier, on est dans le bois sale souvent. On a des bonnes distances à faire, à installer une motopompe dans un cours d'eau. Puis après ça, tirer de la hausse pour se rendre au feu. Des fois, ça peut être 300 pieds de hausse. Des fois, ça peut être 3000 pieds, tu sais, pour arriver au feu, là. Fait que c'est de la job, là. Tu sais, on est... physique. Fait que c'est beaucoup de l'entraînement qui vont... Là, je fais globalement, puis à partir de janvier, mettons le tapis roulant, je vais mettre la pente plus élevée, puis je vais me mettre soit je vais traîner un sac de sable sur mon dos, puis je vais marcher là-dessus. Là, si je recommence j'ai recommencé à courir en trail là, depuis 2 semaines, puis retourner au Mont-Saint-Bruno, au Mont-Saint-Hilaire. Fait que ça va être payant pour moi. Ça va bien, le temps de Ben, ça va mieux. Je cours, marche. Ça semble tenir le coup. Moi, je vois que ça va bien, c'est après la course, dans le reste de la journée.
je marche, puis je boite pas, puis le lendemain, je me lève, puis je suis correct, ben là, je fais OK, là, je suis sur la bonne voie. Nice. Parce que ce que ça faisait avant, c'est que j'allais courir. Après 1 ou 2 kilomètres, la douleur, elle s'estompe. Là, je continue. Mettons, je rajoutais un 8 ou un 10 kilomètres. Là, je revenais, puis 2 heures après, je marchais. Ah non, ça faisait mal, puis tout. Là, ça va bien. Ça fait que si ça continue comme ça m'empêche pas de faire mon travail. Mais c'est sûr que le soir, quand j'enlève mes grosses bottes de pompier, je me mets en gougoune, puis... Ah ouais. Ouais. Puis ça, tu penses faire ça pendant combien de temps encore? Parce que là, t'es comme quasiment un rookie là-bas. Là. Ouais, ben là, j'ai fait ma 2e saison. Écoute, tant que je vais pouvoir tenir le coup sur le terrain, puis que je vais être capable de faire la job, je vais continuer, là, c'est sûr, parce que on va pas se cacher que ça va pas aller en diminuant. Là, on a été chanceux cet été, mais les températures, là, la température est formidable, mais on est quand même à mi-octobre. Il fait beau. Il pleut pas, il fait soleil. Bon, c'est sûr que la chaleur est partie un peu, là, mais quand même. On a depuis que je suis revenu, moi, il n'y a pas eu grand pluie là, qui est tombée. Non, ça que je disais tantôt, il n'y a pas eu plus davantage cette année. Fait que j'aurais pensé qu'il y a eu plus de feu. Oui, mais il y a quand même eu pas mal de neige cette année sur la Côte-Nord, plus qu'il y a 2 ans. Puis ici, je me rappelle, cet hiver à Montréal, moi, mon condo dans le Porte-Patio, c'était quasiment... ça topait, là. C'est clair. Puis le printemps, il a été long à partir, je trouve. Là, quand je suis arrivé en 2024 à Havre-Saint-Pierre, il y avait plus de neige, puis il faisait quand même doux. C'était pas chaud, mais il faisait doux. Puis cette année, j'avais loin un logement là-bas. Puis cette année, moi, je vis dans ma tente de toit sur mon char. OK. Puis quand je suis arrivé, la nuit, il faisait moins 17, moins 18. Tu t'emmènes dans une... Ouais, là, j'ai un de mes chums qui m'a hébergé pendant une bonne semaine. Là, quand même. Et puis sa blonde, ils ont fait pitié, Pat. Après ça, j'ai installé une petite rig de chauffage dans ma tente. Puis ouais, quand il fait 15, là, je ne ferai pas de camping. Ah ouais, non. J'ai vécu vraiment dans la tente, bien tranquille. Tu parlais de randonnée. Toi, tu faisais beaucoup de canaux, de plein air. Puis moi, j'ai passé d'avril à fin août dans ma tente de toit, dans mon char. Le soir, je m'en allais me stationner dans on appelle ça pas loin du lac d'Avion. Là. Il y a comme un terrain vague, c'est du sable. J'allais me parquer là, puis tout seul, je faisais un petit feu, je faisais cuire mon steak. Est-ce que tu continues à écrire encore à travers? Je travaille. En fait, j'ai 2 projets. J'ai un projet de correspondance avec une amie. On s'est comme donné comme défi. C'est une amie qui est une amie autochtone, Isabelle Picard, qui est ethnologue, qui est écrivaine aussi. Puis on s'est comme donné... on s'est rencontrés à une émission de radio l'hiver dernier. Puis on a comme eu l'idée de faire une correspondance. Fait qu'on s'envoie des courriels, on s'envoie des lettres, en fait, ce qui n'existe plus vraiment. Puis où on parle de plein d'affaires, de tout puis de rien, en fait. Puis beaucoup aussi du monde dans lequel on vit, puis tout ça. C'est qu'on se questionne l'un l'autre. C'est pas... on s'ouvre l'un à l'autre de différentes manières, puis c'est bien cool. Puis je travaille sur un autre récit qui va paraître à l'automne 2026, probablement. All right. Oh, that's it. Ouais. Super, man. Il va falloir créer une suite à une série de box éventuellement. Là. Ben, écoute, c'est drôle, tu parlais de combat à point nu, puis j'ai vu un film l'autre fois, j'oublie le titre, qui est pas très bon, mais c'était ça, c'était un vieux boxeur de combat à point nu aux États-Unis, là, dans des affaires probablement illégales. Là. Ouais. Mais puis je trouvais ça intéressant de dire, ouais, on pourrait aller dans... Il y aurait de quoi faire avec un personnage de même, puis il me trotte dans la tête. Fait que, peut-être, pourquoi pas? From Montreal, Quebec, Canada. On va changer un petit peu le tempo. Ouais. Là, on va tomber dans quelque chose qui est un petit peu plus un débat. On a tout le temps une zone de débat où on va débattre de sujets chauds. Des fois, c'est de l'actualité, tout ça. Mais moi, ma question,
que j'ai présentement pour vous, les boys. Est-ce que vous croyez que la boxe des années 80 ou peut-être même 90 était plus intéressante que celle d'aujourd'hui? Parce qu'on parle quand même là, d'une époque dorée où il y avait les Sugar Ray Leonard, les Roberto Duran, les Thomas Hearns, les Hagler. Puis tout le monde se battait les uns contre les autres. Dans les années 90, là, il y avait les Tyson, Lewis, De La Hoya, Trinidad. Là, il y a eu des gros combats qui se sont donnés, même Roy Jones, Hopkins. Là, comme, il y a plein de super combats qui se sont donnés. Puis moi, c'est dans ces années-là que j'ai accroché à la boxe. Alors des fois, je me dis, je pense que la boxe était plus intéressante avant par rapport à ce que je regarde maintenant en termes de show. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, années 80-90 ou maintenant? Ben aujourd'hui, moi, honnêtement, j'ai un peu perdu le fil parce que les boxeurs que je suivais ont pris leur retraite, que ce soit au Québec aussi ou internationalement. Ça fait que là, j'ai comme un peu perdu le fil un peu de ce qui se passe dans le milieu de la boxe. Le UFC a peut-être aussi comme pris bien de l'ampleur pendant les dernières années. Puis même si je connais pas autant la UFC que j'ai pu connaître la boxe à une époque, on dirait que là, elle a pris le haut du pavé. Il y a peut-être eu des combats importants en boxe qui ont été décevants, qui ont été... tu sais, tantôt, tu parlais des combats très techniques, mais qui ont comme... Tu sais, il y a une différence entre dire, ben là, je veux un spectacle, puis je veux du sang, puis je veux que ça revole, puis les combats où... c'est Mayweather, il a été très populaire, mais il a fait un petit peu mal. Ouais, c'est ça. Tu sais, très technique, très... je fais des points, puis je me recule, puis je m'implique pas tant. Ça fait que... Mais ça, c'est le Mayweather de la fin de carrière. Parce qu'en début de carrière, après les Olympiques, il passait chez les professionnels. Il était en pleine forme, il n'y avait pas de problème de main. Puis il tapait ses gars, puis ça rentrait sur un méchant temps. Mais à un moment donné, il s'est blessé les mains, puis c'est là qu'il a commencé à être plus technique. Puis non seulement il a commencé à être plus technique, mais il est devenu champion du monde. Puis à un moment donné, il s'est mis même à choisir certains adversaires. Je pense que c'est plus ça qu'on lui reproche. Parce que le fait d'être technique, là, tu sais, je pense qu'il était quand même très spectaculaire. C'est juste que c'est une business. Là, son nom, c'est Money Mayweather. Là. Ouais. Mais, tu sais, le fait qu'il a tellement attendu, puis c'est pas juste, on pense à Manny Pacquiao, ça a été tellement long avant qu'il y ait finalement un combat. On dirait qu'il attendait que ça soit le parfait moment. Puis ça a été un peu... Mais d'un autre côté, lui, il disait qu'il voulait le combat, puis Manny Pacquiao, il voulait pas parce qu'il disait qu'il voulait pas faire le test antidopage avec les seringues, tu sais. Pourtant, c'est Floyd qui s'est fait pogner pour... finalement, c'est passé inaperçu, là. Ben peut-être, mais en tout cas, à cette époque-là, ça avait passé plusieurs fois. Il disait que Manny avait peur des aiguilles puis qu'il voulait pas avoir de mais ça, c'est pas un peu du teasing, trash là, talk. du trash talk. Comme on dit. Écoute, Un peu. ça se peut. Tu disais que Floyd était spectaculaire. Écoute, spectaculaire dans ses jeunes années. Ouais, Après ça, il était plus spectaculaire. Il était technique pour moi, qui est un fan de boxe. Le voir technique, voir comment il calculait ses déplacements, comment il faisait manquer, comment il revenait, c'était incroyable. Mais il était pas spectaculaire. Il perdait les 3 premiers rounds où il analysait. Après ça, il plaçait son jab au corps, puis après ça, il découpait, il faisait exactement, puis là, il perdait plus un round. Mais peut-être que si ça avait été, tu sais, comme vous parlez de combat qui choisissait ses adversaires, mettons 2 bons techniciens, s'il avait pogné un autre, peut-être que là, tu sais, moi, je le voyais des fois, des combats, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais avec un cogneur, mais là, tu fais, ben, il n'a pas de combat, là, il est au jab, puis l'autre, il essaie de se il a boxé contre Canelo, il n'y a pas vraiment eu de combat, là. C'était pas super le fun, mais je pensais, il y a eu tellement, Zab Judah, il a bien fait. Maidana, Castillo, tu sais, comme les gars, ils ont quand même bien fait. Ouais, t'as raison. Puis c'est des époques complètement différentes. Le Castillo, c'était quand même au début. Maidana, c'est beaucoup plus tard dans sa carrière. Fait que c'est vraiment un des plus grands boxeurs de tous les temps. Mais je pense qu'il y a un petit... L'espèce de... La peur d'avoir une défaite, là, ça mais ça, c'est lui qui a amené ça aussi un peu, là, l'espèce de regardez-moi, ma fiche est immaculée, j'ai 0 défaite, regardez, je suis le meilleur, 0 défaite, Là, maintenant, aujourd'hui, tout le monde a peur d'avoir une défaite à cause de ça. Est-ce que ça enlève les meilleurs combats possibles parce que le monde a peur d'avoir une défaite? Ben, il y a c'est clair que oui. L'espèce de
l'aura de la télé là, pour le fameux zéro, c'est clair que ça affecte un peu le spectacle là, parce que justement, les meilleurs combats sont pas nécessairement mis sur pied. Il y a énormément de ceintures. Tu sais, des fois, ça vient un peu affecter la qualité de... Parce que, tu sais, il y a tellement de champions. Des fois, dans les divisions, c'est dur de vraiment comprendre qui est champion. Il y a 4 champions, plus il y a des champions intérimaires dans presque toutes les associations. Fait, tu sais, des fois, c'est pas évident de... Ça devient mêlant, ouais, c'est pas évident de savoir c'est qui le top de la division. C'est OK, t'es champion, mais vraiment, dans les années 80, t'aurais peut-être été dans le top 10, ce qui est quand même excellent. Oui. Mais tu sais, est-ce que t'aurais vraiment été champion? Je ne sais pas. C'est dur de, tu sais, je pense que quand on regarde époque pour époque, là, c'est comme des fois demander, là, tu sais, est-ce que Maurice Richard aurait été aussi bon dans les années 2000? Probablement, là, tu sais, c'est juste s'il y avait eu l'entraînement. L'entraînement de ces années-là. L'équipement aussi, tu sais, il y a plein de choses qui font que ça aurait changé son parcours. Fait que les boxeurs en ce moment sont incroyables, mais si tu demandes juste spectacle, mais c'est sûr c'est difficile de battre les années 80-90. Là, moi aussi, c'est là que j'ai vraiment accroché. Là. J'étais un fan de La Hoya, j'étais un fan d'Arturo Gatti, puis dans cette époque-là, là, ça se brassait. Là, puis il n'y avait pas autant de plateformes de diffusion non plus. Hein. Ça a un impact, ça, parce que on se retrouvait, là, on se retrouvait tous le samedi soir. On allait soit dans un bar sportif ou puis on regardait ça, tout le monde ensemble. On était vraiment excités. Maintenant, le monde regarde ça sur leur téléphone et juste les highlights, puis ça passe un peu inaperçu. Là. Ouais, ça vient un petit peu tuer le sport. Effectivement, il y a tellement de plateformes que même les gens, ils vont plus se rendre aux événements tant que ça parce que, comme tu dis, ils peuvent regarder juste les highlights sur leur téléphone, sur TikTok, sur... Il y a peut-être un aspect, puis c'est sûr que là, c'est touché parce que j'ai comme l'impression il est arrivé des décès, des boxeurs, tu sais, la boxeuse mexicaine qui est venue ici, qui est décédée, puis j'ai comme un peu l'impression, ben là peut-être que je suis dans le champ, mais j'ai l'impression que les arbitres arrêtent les combats plus rapidement maintenant. Dans certains cas, il y a des combats qu'on a vus. Tu sais, je me rappelle la trilogie Gatti-Ward, c'était incroyable. J'ai l'impression que quand la boxe, on verra plus ça. Aujourd'hui, on ne pourrait pas voir un gars comme Gatti qui mange la volée qu'il mangeait contre Ward. C'est sûr, le combat est arrêté. Le combat va être arrêté alors que là, il n'est pas arrêté. Puis il a gagné des combats. Le premier, il l'a perdu, mais après ça, les autres, il les a gagnés, tu sais, avec une main cassée. Je comprends, là, puis je comprends aussi qu'on arrête le combat quand tu dis, OK, il y a un danger tu sais, mais c'est quelque chose qui était pas là dans les années 80. Non, t'as raison. Parce que Gatti Ward, c'était quand même dans les années 2000. Là. C'est pas, ça fait, on est rendu en 2025, ça va vite. Là. J'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça. Là. Quand je pense, mettons, à Sugar Leonard puis Roberto Duran, ça, c'est une autre époque. Là. On dirait que Gatti Ward, c'est encore... oui, mais c'est quand même loin. C'est loin, c'est une autre époque. Là, c'est pas tout à fait la même boxe. C'était une boxe qui était plus offensive. Les gars... Puis moi, c'est ça que... Les gars, ils n'avaient pas peur de perdre. Ils allaient là puis ils donnaient tout, puis advienne que pourra, on prend le combat, puis let's go. Moi, pour être le meilleur, il faut que je batte les meilleurs. Maintenant, on dirait que des fois, ça s'en va. Puis là, on n'a pas les combats qu'on veut. Mais là, avec Turki, Al-Alchik, qui est un riche Saoudien, il essaye de faire les combats que le monde veut voir. Donc, lui, il met le budget, puis il fait ça. Mais on a quand même eu des mauvaises surprises, justement, à cause des techniciens, comme on parlait. Hein, il avait parlé de combat de Canelo Alvarez. Ben, contre Skull, Canelo Alvarez contre Skull. En même temps, ça, Skull. David Haney aussi. Juste pour mettre un peu, pour mettre patte c'était pas au courant. Il y a eu un gros combat. C'était Canelo Alvarez contre Skull, un boxeur cubain. Puis, il s'est sauvé pas mal tout le combat. Puis, il s'est vraiment fait ramasser. Là. Le monde a dit que c'était un combat plate. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Moi, je pense que c'est bien plus Canelo qui aurait dû se faire ramasser. Là. Comme un gars... T'es supposé être champion unifié et meilleur au monde. Et toi, moi, je me mets dans les souliers de Skull. T'as pas les habiletés, t'as pas la force de frappe pour rivaliser avec Canelo. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te déplacer, tu vas essayer de trouver une autre manière de gagner. Puis là, après ça, tu peux pas aller te placer devant le gars puis accepter de te faire frapper pour donner un bon show. Là. Tu vas te faire marquer, ça sera pas long. Fait que, il a fait ce qu'il fallait pour
survivre. On aurait voulu qu'il en fasse un peu plus pour essayer de gagner, mais c'est un autre débat. Là. Mais il y a eu aussi, genre, Rolly Romero contre Garcia, là, que tu regardais ça, puis tu étais comme, oh, wow, c'était plate, là. Tu sais, les gars, ils ouvraient pas la machine. C'est comme, ils ont tellement de millions, puis ils veulent pas perdre leur crédibilité que là, ils font le moins possible, tu sais. Moi, j'aime bien mieux voir des gars comme Gabe Rosado, un gars qui a une fiche quasiment de 500, mais qu'à chaque fois qu'il est là, tu sais, il va à la guerre, puis il va faire des upsets, il va en perdre, il va gagner des combats de remise en forme. Il sera pas contre un top. Là, il risque de perdre, mais il va tout donner qu'est-ce qu'il est courageux. Tu sais, on dirait que ces combats-là sont de plus en plus durs à avoir maintenant. Là, tu sais. Dans le temps, là, on en voyait des gars comme ça. Là. Ça me fait penser, là, on parle des années 90. Là. HBO est même plus là. C'est triste de penser ça. Ouais. Il y a une certaine époque, HBO... C'était la boxe. Ah oui. La ceinture, je pense que c'était plus important qu'une ceinture de champion du monde. Là. Moi, quand j'ai eu la chance de boxer sur HBO, c'était comme c'était un succès. Là. Ouais. C'est juste c'était plus important presque être champion HBO que champion du monde. Là. C'était à quel point c'était fort, puis c'était la crédibilité, et c'était payant aussi. Mm-hmm. On va se dire. Ouais, mais en tout cas, au Québec, là, dans les années 80, là, on parle des Hilton, Gaétan Hart, Fernand Marcotte, Eddie Mello, Donny, pas juste au Québec, au Canada, là, Donny Lalonde, Sean O'Sullivan, Willie DeWitt, Alain Bonamy, Mario Cusson. Hey, ça boxait, là, ça faisait des gros shows. Après ça, plus tu il y a eu une t'en petite viens après, ouais, c'est ça. Mais après ça, dans les années 90, on est quand même revenu avec Stéphane Ouellet, Eric Lucas, Howard puis Otis Grant. Après ça, tu as eu les frères Gatti aussi qui étaient là. Il y a quand même c'est reparti un petit peu. Après ça, dans les années 2000, tu as eu les Descaries, les Pascal, les Ben Godette, les Sébastien Gauthier qui ont les Bergeron avec Lucian, Bouté, tout ça, Jean-Pascal, comme... Qui ont ramené ça, tu sais. Mais il y a tout le temps comme un petit creux de vague, là, oups, ça repart. Un petit creux de vague, oups, ça repart. Mais aujourd'hui, la boxe, on prend les boxeurs là, des années 80 puis on les met avec les boxeurs des années 2020, 2025. Ça ferait quoi? Comment on voit ça? C'est pour ça, là, tantôt, on parlait de spectacle. Je pense que peut-être que le spectacle était peut-être plus fun jusqu'à un certain point parce que les gars avaient pas peur de perdre leur fiche. Mais talent, je pense qu'en ce moment, les gars sont vraiment incroyables. Là. Je pense juste à tous les athlètes qu'on a avec Eye of the Tiger, c'est fou en ce moment. Là. Les Christian Billy, les Moreno Fendero, Osley Iglesias, John Orobio, on a tellement, Wilkins Mathieu, on a tellement de gars qui vont exploser sur la scène internationale, mais c'est juste qu'il n'y a pas tant de Québécois. C'est peut-être ça qui vient. C'est ça qui manque peut-être pour relancer ici. Là. Ouais. Ça nous prendrait un Québécois avec une ou deux ceintures de championnat du monde. Ça serait le fun, c'est sûr. Je parle une ou deux ceintures de championnat du monde parce qu'on a, mettons, Mbili, Iglesias qui ont des ceintures, mais Iglesias, il y a la IBO qui n'est pas reconnue par tous les amateurs de boxe comme étant une vraie ceinture, alors que c'est quand même une vraie ceinture de champion du monde. Mbili est champion intérimaire de la WBC parce que Canelo, il veut pas le battre. Albert Ramirez aussi. Ramirez aussi à la WBA. Mary Spencer. Mary Spencer, elle a le full. Le titre, exactement. Fait que, on a quand même 4 champions dans l'écurie présentement. Pourquoi ça parle pas autant qu'à l'époque, là, il y avait Jean-Pascal, Lucian Bouté, Adrian Diaconou, mettons, là, comme juste ces trois-là. Il me semble que ça. Mais peut-être que, tu sais, pour Jean, je pense que c'est plus naturel. Lucian puis Diaconou, je pense qu'ils ont surfé aussi avec ils sont arrivés avec Lucas qui était là, puis il y a comme eu une connaissance qui a été... Tu sais, Lucas, il les a tirés un peu, puis après ça, Lucas est disparu, puis le Diaconou est monté. Peut-être que pour ces boxeurs puis ces boxeuses-là, que moi, je connais moins, puis pas parce qu'ils viennent d'ailleurs puis que je m'intéresse pas, c'est juste que j'ai comme pas eu... Il y a comme eu un fil qui a cassé, puis il y a comme un lien qui n'a pas été fait peut-être, mais j'imagine qu'il suffirait d'une personne qui... On peut pas tout blâmer sur la COVID, parce que la COVID a le dos large, sauf qu'il y a quand même un certain... Tu sais, il y a beaucoup de ces gars-là qui ont monté durant le COVID. Là, nos athlètes ont été super actifs. On dirait qu'il y a peut-être un petit peu moins de
d'attention. On faisait des shows au casino, on a fait des shows à Shawinigan avec personne, tu sais, vraiment, personne dans les estrades. Là. Fait que les gens ont changé leurs habitudes aussi. On parlait des plateformes, là, tu peux regarder ça de ton téléphone. Fait que, peut-être les gens se déplacent moins un peu. À une certaine époque, c'est vrai que Luciane Buté, là, il remplissait la Place Belle. Fait que, ça crée un certain engouement. Les gens en parlent dans les restaurants, dans les bars. Fait que, là, c'est un peu moins présent. Mais en même temps, c'est tellement gros sur la scène internationale. Ce qui se passe en ce moment avec Riyad, il y a plein de choses positives. Les gars sont bien classés. Fait que je vois pas ça négativement, mais c'est vrai quand même qu'ils sont moins connus dans l'œil dans le public québécois. C'est pas grand-chose que ça revienne non plus. Non, là, pas grand-chose. Surtout que Christian, c'est un Français, il parle super... Les gens... Puis il porte le flair Élysée très fièrement. Là, il se promène, on est à Vegas, il voulait absolument... j'ai dû commander un drapeau sur Amazon pour me le faire livrer à Vegas parce que Christian, il voulait absolument un drapeau du Québec. Ouais. Lui, il s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux parce que le monde disait, ouais, ben là, il fait ça juste pour être accepté. Puis Baba était comme, non. Ouais, mais ça, c'est important. Il dit, moi, là, je suis au Québec, puis je veux que le Québec soit représenté. Ils ont demandé sur DAZN dans son combat, qu'est-ce que ça fait pour toi de représenter le Cameroun et la France? Il disait, moi, je suis Québécois, hein? Je mange la cabane à sucre. Je mange la poutine, je mange la cabane à sucre. Ah ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est cool. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, ces affaires-là, là, man, arrêtez, là, le monde qui dit des niaiseries. Là. Ouais, faut ça. On peut pas se permettre de tout. On peut pas commencer toutes les... Mais moi, je peux le dire. Hey, on est dans la section des débats. On va continuer un peu là, à travers les débats parce qu'on a eu des questions des fans. Les fans, j'ai gardé, là, il y a 2 personnes qui ont posé des questions que j'ai trouvées très intéressantes. On va pouvoir en débattre un petit peu. C'est chiant pour les autres? Ouais, ben, en fait, les autres sont intéressantes. C'est juste que, vu le temps qu'on a, qui nous est accordé, j'ai dû cibler 2 questions. La première question, c'est Nicolas qui nous la posait. Et puis, elle est comme en 2 volets. OK? Il dit, moi, je suis un boxeur amateur, puis j'aimerais ça tourner professionnel éventuellement. Puis là, il demande, il dit, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'amateur pour me faire remarquer des promoteurs? Antonin, là, quand il était jeune, puis il était sur l'équipe nationale, il a voulu à un moment donné passer professionnel. Il avait fait des tapes qu'il avait envoyés à différentes équipes de promotion, à des promoteurs. Il a fait la tournée pour aller voir différents promoteurs, magasiner un petit peu, voir qu'est-ce qui était le mieux, qu'est-ce qui se faisait, tu sais. Donc, aujourd'hui, Anton, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour être remarqué d'un promoteur? Quand, parce que je pose la question à Antonin parce que lui, il est directeur général de Eye of the Tiger. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut envoyer des tapes de combat? Est-ce qu'il faut parler à des gérants? Maintenant, tout le monde le voit. Je pense, honnêtement, ça va être plate comme réponse. Performe. C'est vraiment ça. Ça va se faire tout seul. Tu as dit, moi, j'avais envoyé des vidéos, mais c'était difficile de se faire voir à une certaine époque. Maintenant, tout est sur le web. Je pense vraiment que souvent, l'erreur, puis il y a beaucoup de monde qui font ça présentement, puis je leur dis souvent, c'est les jeunes qui veulent tourner pro trop rapidement, là, c'est pas nécessaire. La boxe amateur, c'est vraiment une super école pour te développer. Justement, tu veux pas perdre chez les pros. Ça peut arriver, c'est pas la fin du monde, mais c'est comme c'est la mentalité qu'on veut pas perdre. Chez les amateurs, c'est pas grave, là. Va te battre contre les meilleurs sur la terre, performe, prends de l'expérience. Moi, je pense que la meilleure chose, là, le meilleur conseil que je peux donner à un kid qui a du potentiel, c'est juste prouve-toi. Remporte les championnats canadiens, essaye de performer sur la scène internationale, démontre que tu fais partie de l'élite en boxe amateur, puis je te garantis que les gens vont venir cogner à ta porte. C'est sûr que si tu as de la misère à remporter un titre national, c'est un peu comme si tu jouais au hockey puis que tu n'es pas capable de faire le 3A, puis ou tu n'es pas capable de faire de la Ligue junior majeure du Québec, les chances que tu te rendes à la Ligue nationale sont assez basses. C'est la même chose avec la boxe. Là. Juste à prouve-toi sur la scène amateur, puis inquiète-toi pas, on va venir cogner. Je pense que la boxe amateur, là, je me tire un sel, mais la boxe amateur aujourd'hui a plus d'ampleur puis plus de place que quand moi j'étais jeune. Moi, je me rappelle pas tant de la boxe amateur quand dans les années 80. Là, c'était Mohamed Ali a gagné une médaille d'or. Oui, il l'avait. Oui, c'est ça. Mais
sais, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, là, mes parents, la boxe, c'était des bums, puis tu vas avoir les oreilles en chou-fleur, puis c'est juste les bums qui vont faire de la boxe, puis qui vont dans un club de boxe, tu sais, ça fait que le côté boxe amateur, boxe olympique, c'était pas long. Existait, mais c'était pas long. Là, maintenant, ben, c'est beaucoup plus... j'ai l'impression que c'est plus... c'est mis de l'avant un peu plus. T'as 100% raison. Puis même moi, dans les années 90, quand j'ai commencé la boxe amateur, c'était encore underground. Tu sais, aller dans un gym de boxe, il n'y a personne qui venait s'entraîner dans le gym de boxe, à part les boxeurs qui faisaient des combats. Maintenant, les gyms sont remplis de monde. C'est comme populaire. C'est un bon entraînement, la boxe. Puis les gens le font pour se remettre en forme. Là. Fait que la démographie, là, c'est pas du tout la même chose maintenant dans les gyms. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que tu vois, tu dis les gyms de boxe, il y a plein de monde qui font ça, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de combattants. Avant, t'arrivais dans les compétitions, t'allais aux championnats nationaux, là, il y avait du monde, là, tu sais, comme le championnat québécois, il y avait du monde, c'était inscrit, là, les inscriptions de fou. Maintenant, il n'y a plus tant d'inscriptions que ça. Je pense que le monde, maintenant, ils font soit comme par loisir, pour le plaisir, puis tu as une infime partie qui va faire des compétitions. Ah, mais il me semble qu'on est allé au championnat du Québec ensemble au mois de juin. Puis il y avait 4 rings, c'était gros à Québec. Là. Oui, ils ont fait ça quand même assez gros, tu as raison. Il faut qu'il y ait beaucoup d'athlètes. C'est le Québec Open. Québec Open, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais là, Québec Open, c'est open, là, tu sais. Okay. Fait que oui, t'as beaucoup de monde, là, tu sais, mais puis c'est pas trop grave dans le sens, si tu perds là, ben, tu perds pas ta place pour les championnats nationaux, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, c'est... Mais oui, je pense que tu as raison. Là, il y a un petit peu moins de combattants, mais les gyms sont pleins. Fait que, Nicolas posait en sous-question. Il dit, imagine, là, moi, je décide de tourner pro parce que justement, tu sais, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai essayé, puis là, tu sais, je fais 3 rondes, je suis pas payé, puis je m'entraîne comme un professionnel, ou je fais 3 rondes ou 4 rondes, puis je suis payé un petit peu. J'aimerais mieux aller chez les professionnels. Donc là, il décide d'aller chez les professionnels. Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire progresser sa carrière, puis éventuellement être vu par un promoteur? Encore une fois, tu vas dire performer, mais est-ce qu'il doit dire oui à tous les combats? Est-ce qu'il doit accepter des combats à la dernière minute puis espérer causer une surprise? Est-ce qu'il doit accepter des combats même si c'est pas nécessairement dans sa catégorie de poids? Comment est-ce que tu vois ça, toi? Mais là, c'est une question un peu tricky. Là. La réalité, c'est que s'il avait juste fait la première partie que je t'avais dit de performer en boxe amateur, il serait déjà encadré, il aurait été signé par un promoteur, puis il n'aurait pas besoin de se casser la tête avec ça. C'est que la boxe, c'est particulier. Tu sais, dans le monde du hockey, là, si tu n'es pas repêché par une équipe de la Ligue nationale, tu ne vas jamais jouer dans la Ligue nationale. En boxe, tu as le droit de faire le saut chez les professionnels, même si tu n'as pas été repêché par aucune équipe. C'est sûr que, par contre, quand tu n'es pas repêché par une équipe, le chemin il est tough. Ouais, fait que là, rendu là, ben c'est vraiment c'est un choix personnel qu'il a fait parce qu'il y avait une passion pour la boxe. Il a décidé de faire le saut chez les professionnels. Mais si tu n'es pas repêché, ça va être un peu tough. Là. Je te donne un exemple. Okay. Disons quelqu'un qui a fait du football collégial, oui. Puis là, à un moment donné, il touche à la boxe. Puis là, il a la piqûre de la boxe. Il fait quelques combats amateurs, mais vu son âge, il voit qu'il ne peut pas faire genre un cycle au complet parce que sinon, il va être rendu trop vieux pour tourner pro. Là, tu sais, OK, mais c'est ça que je te dis. C'est que, puis ça, encore une fois, c'est un choix personnel. Si t'as fait du football, puis là, tu te lances dans le monde de la boxe, puis il n'y a pas aucune équipe. C'est comme si je fais encore un parallèle avec le hockey parce que les gens connaissent bien ça au Québec. S'il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale qui te repêche, mais toi, tu décides quand même de faire le saut chez les professionnels, ben il faut que malheureusement, tu acceptes de dealer un peu avec le côté rough, là, dans le sens que il y a personne qui va venir te chercher, qui va t'amener à ton combat, qui va te donner un combat. Je te donne un nom, Sergei Kovalev. OK. Sergei Kovalev, sais-tu comment... Ouais, les premiers combats, il n'a jamais été payé. Il y avait un deal avec son gérant. Il n'a jamais été payé. Sergei Kovalev, il s'est battu contre Jean-Pascal. Oh, oui, tout un boxeur, là, belle boxe, cognait, mais lui, il est parti de la Russie pour passer chez les professionnels. Mais là, tu vas expliquer ton point, tu vas prouver ce que je suis en train de dire. Mais lui, il y avait pas de deal quand il est arrivé.
Exact, Il a mais justement, performé. mais c'est ça que je te dis. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a performé. Mais avant ça, il était champion. Il a été en Russie, il a gagné des compétitions internationales. Tu sais, Ah ouais, il avait fait son. tout ce qu'il avait. T'as sa raison. affaire, ouais, puis c'est il n'a un pas bon été point. signé. C'est Il vrai. est allé là-bas. Puis là, C'est surprenant qu'il ait pas été il signé. a dû faire raison. plusieurs combats avant que Egis Klimas dise OK, on va s'en occuper. Puis là, il a signé avec Main Event. avec Cathy Douva. ouais. Puis après ça, tu sais, il est devenu champion du monde. Mais le gars, il était sur l'équipe nationale russe. Il a fait, T'as raison. Ça, c'est un cas particulier, mais c'est un cas en Russie. Je pense pas que s'il avait été en Amérique du Nord, il serait passé inaperçu. Là, tu sais, un gars il y a une victoire sur Arthur Beterbiev en boxe amateur. Là, fait que, tu sais, c'est un. Arthur avait gagné. Arthur avait gagné. Je pensais que c'était 1-1. Non. Ça, c'est Usyk. C'est Usyk. Usyk, c'est 2-1 Usyk, je pense. Mais je pense que Kovalev, c'est 1-1. OK, faudrait. Ouais, je suis pas sûr à 100%. On va regarder ça, on va revenir. Mais dans tous les cas, il était à peu près du même niveau que Kovalev en boxe amateur, que Beterbiev. Il a peut-être perdu, mais il s'est pas fait déclasser. Fait qu'il était clairement vraiment solide. Fait que là, c'est peut-être un bon exemple. Là. C'était un mauvais exemple plutôt, mais ça reste que si t'es pas signé par un promoteur, ça va être un chemin plus tough. Ouais. Puis là, après ça, c'est à toi de savoir, est-ce que tu veux vraiment vivre ça? Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Est-ce que tu es prêt à accepter des combats dernière minute? Est-ce que tu es prêt à accepter des combats, des fois avec des adversaires un petit peu plus lourds, un petit peu plus avancés dans leur carrière, puis causer une surprise? Si t'es pas prêt à ça... Toi, tu l'avais fait avec Alex Perez. Oui, Mais c'était complètement différent, mais tu avais pris un combat de dernière minute. Parce que justement, c'était préparation. HBO. C'est HBO qui... C'est ton championnat du monde à toi. Ça. Ouais, on parlait d'HBO tantôt. HBO a appelé, puis à cette époque-là, HBO appelait, tu refusais pas. Exact. Ouais. Mais j'étais quand même encadré par un promoteur. J'étais déjà en préparation de combat. C'est pas arrivé que j'étais en train de... J'étais à la pêche. En puis, vacances. exact. Puis, Le téléphone a sonné, j'avais 30 livres à perdre. Là. C'était pas du tout ce scénario-là. Là. OK. Fait en gros, Ouais. un boxeur qui est pas sous contrat doit être prêt tout le temps. 100% d'accord avec toi. Il doit être dans le gym, puis il doit faut faire que ses t'arrêtes, devoirs. Là, ouais. puis à un moment donné, quand le téléphone sonne, il faut que C'est tu ta poses une chance. surprise. Exact. On va passer à une prochaine question. C'est Katia qui la pose. Pat, je ne sais pas si tu savais, mais les combats masculins, c'est des rondes de 3 minutes. Les combats féminins, c'est des rondes de 2 minutes. Les combats de championnat du monde pour les gars, c'est 12 rondes de 3 minutes. Les combats de championnat du monde pour les filles, c'est 10 rondes de 2 minutes. Et puis là, Katia a dit, on voit souvent les combats de boxe féminine maintenant, de plus en plus, ils essaient de pousser pour du 3 minutes. OK? On a vu ça avec Amanda Serrano contre Cruz. On a vu ça même là, une de mes boxeurs, Leila Baudouin, elle va aller se battre contre Baumgartner. Ça va être 12 rondes de 3 minutes. OK. Ça, c'est du jamais vu. Même que l'organisme de sanction WBC a décidé de ne pas sanctionner ce combat-là. Non. Donc, ils se sont retirés. Ça devait être pour 4 ceintures au début. Mais là, la WBC a enlevé une ceinture en disant qu'il y a trop de risques de commotion cérébrale pour les filles sur du 3 minutes, vu les différences anatomiques et physiologiques. Et les études le démontrent. J'ai fait mes recherches là-dessus parce qu'au début, je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais même si la fille est entraînée comme il faut, mais selon ce que j'ai lu, il semblerait que c'est somme toute vrai. Mais bref, les femmes se battent sur du 2 minutes. Ils disent que ça cause des commotions cérébrales. Mais ça serait quoi le meilleur format pour vous, pour les combats féminins, pour qu'il y ait un engagement de la part du public qui soit augmenté et aussi que les bourses des filles augmentent par le fait même? Qu'est-ce que ça prend? Parce que là, on parle, c'est souvent le spectacle, c'est ça qu'on dit, donne un spectacle puis tu vas être payé. Est-ce que ça veut dire que les filles donnent pas de spectacle? Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qu'on peut faire justement pour donner ce spectacle-là? Je te laisse-tu commencer? Antonin, il y en a long à dire. Non, pas en tête. Tu sais, je vais regarder, c'est sûr que c'était un peu un freak show, là, mais quand il y a eu le combat Jake Paul puis Tyson, si ma mémoire est bonne, là, vous me corrigerez, mais en il y avait 2 filles, puis c'était le meilleur combat de la soirée, là. 100%. De loin, là. Puis Marie-Ève Dicker a fait des Christy de beaux combats, puis les filles font des très beaux combats. Moi, je pense qu'il y a encore peut-être une vieille mentalité là, de dire, ouais, les filles qui se battent, mais
moi, j'ai vu des beaux combats féminins, puis je suis pas gêné. Je serais pas gêné de payer pour aller voir un combat de boxe féminin. Là, l'affaire du 2 minutes, 3 minutes, tu sais, je ne vais pas me prononcer parce que je connais pas les données scientifiques par rapport à ça. Si tu dis que tu as regardé puis que c'est vrai puis tout, ben selon les études. Selon les études, si c'est le cas, mais tu sais, dans ce cas-là, les gars, pourquoi qu'on reste à 3 minutes? C'est ça. On va mettre à 2 minutes, mais là, les gars vont dire, ben là, non, nous autres, fait que c'est peut-être c'est un gros débat, là, que je suis pas dans ma ligue, là, pour parler de ça. Mais t'as raison. Mais il y a des très beaux combats féminins, puis moi, je suis à 100%. Il y a du monde, j'entends des commentaires de les filles qui se tapent dessus, c'est pas beau. C'est pas plus beau Ben, des gars. non plus, là. Non, mais ça, c'est dans tous les sports, malheureusement. Il y a une espèce, c'est un peu arriéré, mais Le basketball le féminin, c'est ça. Les filles qui jouent à Laval, là, c'est quoi le nom de l'équipe encore à Laval? Le hockey, ça? Oui, les filles. Le nom m'échappe, mais oui, l'équipe de hockey. J'oublie le nom, mais anyways. Ça, c'est la boxe. Là. Ben non, mais tu vois, c'est pas normal que les filles soient pas aussi connues que les Canadiens de Montréal, là, tu sais, dans le sens que au hockey, au basket, tous les sports, il y a peut-être le tennis. Tennis où ça Tennis, on les il y a connaît une plus. certaine Ils sont en petite parité. jupette, puis- Ouais, c'est peut-être ça. Honnêtement, moi, je suis vraiment d'accord que ça fait pas de sens. Mais on dicte pas le marché, malheureusement. Là. Il doit y avoir une raison à l'arrière de ça. Pour revenir, par contre, aux 2 minutes, on dit c'est dur à vraiment mettre le doigt dessus parce qu'un combat de 2 minutes jusqu'à un certain point, tu l'as mentionné tantôt, le combat en sous-carte de Tyson contre Jake Paul de Amanda Serrano. High pace. C'était tellement intense, puis ça aurait été difficile de faire ça sur du 3 minutes. 10 rounds de 2 minutes, c'est 20 minutes, ça va vite pareil. Là. 3 x 12, c'est 36, c'est presque le double. Là, fait que c'est très difficile de garder ce pace-là tout le long. Par contre, il y aurait pas mal plus de knock-out. Puis ça, tu dis, on a beau dire qu'on veut les protéger, mais là, c'est difficile parce qu'on veut les protéger d'un côté, mais on veut plus de spectacle. Fait que souvent, dans un combat de boxe, c'est dans la dernière minute du round, dans les 30 secondes qu'il y a un knock-out quand les gars commencent à être fatigués. Fait que si on veut plus de knock-out, plus d'intensité, plus d'action, il faudrait techniquement rendre ça... Mais pas plus d'intensité. Ben, pas plus d'intensité. Là, Parce que justement, 2 minutes, là, il faut que tu gages ton intensité. Puis moi, c'est là que je trouve ça intéressant parce que, de mon point de vue, je pense quasiment qu'on devrait faire des 2 minutes pour tout le monde. Tu sais, justement, le chat et la souris, là, ben, c'est parce que tu as 3 minutes. Là, tu économises tes énergies, tu te déplaces à gauche, à droite, tu essaies de placer le petit coup qui va. Là, tu as juste 2 minutes, tu as un sentiment d'urgence. Les premiers 30 secondes du round, souvent, on fait juste se regarder. Exact. Mais là, non seulement tu as un sentiment d'urgence, mais tu as 2 minutes pour être actif, puis tu as 1 minute de repos. Tu as 33% du temps de repos. En boxe, sur du 3 minutes puis 1 minute, c'est 25% de repos. C'est une grosse différence, là, tu sais, par rapport à ton temps d'action, tu sais. Puis, donc là, la récupération est meilleure sur du 2 minutes. Fait que ton pace est plus élevé, ta récupération est meilleure. Là, tu vas être capable de donner un meilleur rendement. Puis quand on parle des knockouts, là, on parle de, il y a plus de knockouts. Il y a une affaire qui s'appelle The Comeback League, OK? Ça, là, ils prennent plein de boxeurs dans des catégories de poids différentes. Ils font une équipe avec ça. Fait que là, c'est, mettons, l'équipe d'Antonin contre l'équipe de Pat. Puis là, OK, vos 2 gars à 126, ils se battent ensemble. Un round. Le gagnant, Pat, ton gars a gagné, t'as 1 point. Anton, ton gars a perdu 0 point. Puis là, on fait un combat comme ça. Mais les gars, ils font juste un round. Ben, c'est des gars puis des filles. Mais il y a plein de knockouts là-dedans. Là. Pourquoi? À cause du sentiment d'urgence. T'es comme, moi, je veux faire gagner mon équipe, j'ai pas de temps à perdre, j'ai un round. Ouais, là, les gars, ils partent, là, ils ont le mode peace, puis là, ça se swing, ça veut s'arracher la tête. Là, t'sais. Donc, le sentiment d'urgence, pour moi, puis la courte période de temps, permet un meilleur spectacle. Alors, quand les filles me parlent qu'ils veulent faire des rounds de 3 minutes pour l'égalité, puis ci, puis ça, si c'est pour l'égalité, puis vous voulez faire ça, pas de problème. Mais si tu me parles de spectacle, puis tu veux que les filles soient plus payées, puis ci, puis ça, rester sur du 2 minutes. Moi-même, il y a plein de gars que je mettrais sur du 2 minutes. Là, ça devrait quasiment être obligatoire. Là, David Haney, super boxeur technique. Là. Mais si, bol, je m'endors. Là. J'écoute ça, les combats sont à 11 heures. Là. Je m'endors sur le sofa. Mais sur du 2 minutes, là, il n'y aura pas le choix d'ouvrir. 2 minutes 15 rounds. Ça 15 rounds. Non, mais Non, mais ça devient plus intéressant, non?
J'imagine. C'est un débat il faudrait l'essayer. Mais tu parlais tantôt que les combats, vu que ça dure juste un round, il y a plus de knockouts, ça dépend vraiment le match. Là. Ouais. Parce qu'en début de carrière, il y a beaucoup de knockouts qui arrivent vraiment rapidement parce que justement, les gars sont un peu plus faibles. C'est ça. Parce que il y a une disparité entre l'équilibre. Là, ils sont matchés également. Là, tu mets les deux. Là, toi, tu mets ton meilleur, toi, tu mets ton meilleur. Les deux, vous battez ensemble. Tu sais. Écoutez, on aurait pu en parler longtemps. On va passer au prochain segment. Un petit peu d'actualité boxe parce que tantôt, tu parlais, l'Arabie Saoudite a changé beaucoup de choses. Ça pourrait changer la vie d'un jeune boxeur québécois, Derek Pomerleau. Derek Pomerleau, il fait partie d'un tournoi organisé par l'organisme de sanctions, la WBC. Il fait un grand prix. Et là, le 19 octobre prochain, il va se battre à Riyad. Il est en demi-finale de ce tournoi-là. S'il gagne son combat, il s'en va en finale. Donc, je suis très content pour Derek. Il travaille fort. Beau petit boxeur gaucher. Si jamais vous avez l'occasion. Très bon, pour vrai. Il est talentueux. Puis c'est un bon kid. Je l'ai croisé plusieurs reprises. Puis je souhaite tout le succès possible. Ce serait le fun qu'il revienne avec la première place. Ben oui. Puis ça changerait sa vie parce que s'il gagne la finale... Il va avoir la chance de se battre pour le titre WBC Silver. Puis il va clairement faire une bourse intéressante aussi en remportant le tournoi là-bas. Là. Tantôt, on parlait un peu de boxe amateur. Pat, si jamais tu n'as rien à faire puis tu vas aller voir des bons galas de boxe amateur, tu peux trouver toutes les informations sur le site de la Fédération québécoise de boxe olympique. Il y a l'horaire qui est là. En fin de semaine, il y a plusieurs galas. D'ailleurs, il y en a un à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Ah oui. Ça va être un programme double qui est fait par l'Académie de Val-Bélair. Donc, il va y avoir un événement à 13h et je pense qu'il va y avoir un autre événement en soirée. Si je ne me trompe pas, de mémoire, Bruno Siam, qui est en charge du club de boxe de Val-Bélair, il disait qu'il allait avoir une de ces cartes-là qui allait être entièrement féminine, justement. Okay. Donc, si c'est le cas, félicitations, c'est très cool de faire ça. Sinon, à Joliette, il y a le club de boxe Underground qui va faire un gala aussi. À Montréal, le gym The Corner fait un gala et aussi à Laval, 2B Extreme Evolution fait un gala. Donc, là, on parle ici du 18 octobre. Le 18 octobre, il y a 4 galas selon où vous êtes dans la région. Allez faire un petit tour là-bas. Malheureusement, Pat, ça tire un petit peu à sa fin. Chèvre. Écoute, de mon côté, je tenais à te remercier du fond du cœur. Comme je te disais, on en avait parlé avec Antonin. Quand un projet comme ça est venu a vu le jour, t'étais dans nos invités. Fallait Ouais, parce que... Anytime, je vais me remettre à la boxe, là, à écouter, là, puis tu viendras nous voir. Ben oui. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi rapidement? Y a-tu des choses, as-tu des trucs à plugger, des livres qui vont sortir? Ben là, j'en ai parlé un peu. Les gens qui veulent te lire, ils peuvent faire ça où? Ben, mes livres sont disponibles en librairie, sont publiés chez Libre Expression. Sur les plateformes électroniques aussi sont disponibles. J'ai tourné la 2e saison de Détective Surprenant en début septembre. Puis ça va être en ondes en janvier. Je suis sur quelque chose, je peux pas le dire parce que ça n'a pas été annoncé encore, puis je veux pas causer de drame. Mais je vais être à la télé cet hiver encore. Puis je me prépare pour ma prochaine saison de pompier. Là. Je m'entraîne, je recommence la course. Si ça va bien, la course, j'ai dans les projets de faire soit un projet personnel d'ultramarathon ou soit de retourner dans une compétition, refaire une longue distance, mais peut-être que je vais plus m'imposer moi-même une longue distance, puis je vais essayer de faire ça pour une fondation quelconque. Quoi. Antonin, tu vas-tu l'accompagner? Ça dépend, c'est quoi que tu considères par une longue distance? Passer 5 km, là, ça commence à être long. Écoutez, tout le monde, si jamais vous voulez nous suivre, continuez à supporter le podcast, allez nous voir sur les différentes plateformes BPN Sport avec la commission athlétique, punchinggrace.com, YouTube, Spotify. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook, TikTok. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pat, merci encore. Plaisir. Anton, toujours un plaisir. Mesdames et messieurs, à la prochaine.